Bonsoir à tous, merci en tout cas d'être ici présent pour le apéro de Massiac. Alors je suis Gilles, je me présenterai un peu plus dans le détail pour vous en fait, pour vous expliquer un peu qui je suis. Mais je voudrais d'abord remercier la marque Auvergne en fait, qui nous soutient sur ces apéros, donc Jessica, Cécile et aussi François-Xavier Montine. Je voudrais également remercier le connecteur qui est là, notamment la présence de Lola qui fait le live sur Facebook, sur le connecteur et sur apéro Auvergne, j'imagine. Tu nous confirmes, d'accord. Emma et Patricia, donc Emma est là, qui est en fait notre marraine sur l'apéro Massiac, mais qui gère aussi l'apéro Aurillac. Principalement, on la reverra peut-être tout à l'heure à la fin de l'apéro pour nous expliquer la prochaine étape le 5 mai. Et je remercie également la mairie de Massiac, donc en la présence du maire ici présent, à qui je vais laisser le micro pour un petit speech si il a envie. Visiblement oui. Merci Gilles. Bonjour à tous, enfin bonsoir du moins. Très heureux de vous accueillir à Massiac. Massiac c'est la porte d'entrée dans le Cantal, donc c'est bien qu'on ait la force de la jeunesse, l'innovation qui viennent nous voir. Et franchement j'y suis très sensible et je pense que c'est vraiment bien qu'on fasse quelque chose de Massiac. Alors merci encore une fois Gilles d'être la cheville ouvrière de cette organisation, parce que c'est du boulot, je sais ce que c'est, il faut motiver, il faut bouger, il faut être là. Ouais. Être là et puis penser à tout, et c'est lourd. Moyennant quoi, moi je vois des têtes très jeunes, et je trouve que c'est une très très bonne chose. La jeunesse, la force, et j'ai même vu des têtes très très jeunes. Il doit avoir quoi, 3 ans, 4 ans 3, voilà. Bon, c'est un signe. Il nous faut de la jeunesse, il nous faut de la créativité, il nous faut de l'envie de créer, de l'envie d'expérimenter des nouvelles choses qu'on n'a pas forcément en vieillissant, mais on l'a quand on est plus jeune et il faut y aller. Et d'avoir des structures qui accompagnent, qui sont capables de mettre en avant des projets qui émanent de vous. Vous êtes la force créatrice, il y a une bonne vibration, on sent que ça va créer des choses. Et nous, le territoire, on se doit d'être à votre service, on se doit de vous accueillir, on se doit d'essayer de faire des choses pour renouveler tout ça. Et encore une fois, il faut des porteurs, il faut des animateurs, il faut de la force. Et vous en avez, et merci encore une fois. Donc à Massiac, on est très heureux de vous accueillir. Et puis je vais laisser la parole à toutes ces envies. Voilà, bonne soirée. Merci Monsieur le maire. Alors en fait, c'est vrai que Monsieur le maire dit, voilà, je ne suis pas tout seul évidemment, puisqu'il y a aussi les incubateurs que je connais, les couveuses. Donc on a certains incubateurs d'Aurillac qui sont là. On n'est pas tout seul à animer un petit peu le réseau d'entrepreneurs. Après, c'est vrai que moi, je suis arrivé dans le Cantal et souvent, on me disait, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le Cantal? Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'on va faire dans le Cantal? Mais en fait, quand je vois les gens aujourd'hui qui sont là, les personnes, les porteurs de projets, je me dis, il y a aussi énormément de gens qui sont capables d'entreprendre dans le Cantal et qui font des choses hyper intéressantes. Donc c'est pour ça aussi que moi, je voulais soutenir l'apéro et c'est pour ça que je le fais. Donc en partenariat avec la marque Auvergne, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment, alors je ne parle pas que en Auvergne ou dans le Cantal, mais c'est vrai que la partie entrepreneuriale, c'est hyper important de voir un petit peu, comme disait Monsieur le maire, les jeunes qui sont là un petit peu pour bouger et faire des choses intéressantes. Donc on va avoir 4 porteurs de projets, donc voilà, 2 hommes et 2 femmes qui sont là aussi pour implémenter des choses dans le Cantal et tous bougent dans le Cantal. Donc le Cantal, on est là et ça permet d'avancer. Donc moi, qui je suis en fait, je suis aussi photographe, mais je suis aussi mentor chez Mini.fr. Et en fait, on est l'atelier conseil pour artistes, surtout dans les arts graphiques et plastiques. Et en gros, on est un organisme de formation pour la partie artistique, mais on va vraiment former les gens sur la partie entrepreneuriale, savoir faire des factures, voilà, savoir ce genre de choses. Donc j'imagine les incubateurs ou les couveuses connaissent très bien les problématiques. On crée, mais on ne sait pas gérer l'administratif à côté. Là, aujourd'hui, je vais donc passer la parole à la prochaine personne qui va présenter son projet. Je vais appeler Vanessa, qui a un petit problème de voix, donc on va lui mettre le micro à fond, et ça va le faire. Je te laisse se présenter, et à tout à l'heure. Merci, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Vanessa Bouilly et je suis cartographe de formation. En fait, j'ai créé ma structure il y a à peu près 1 an
Et je suis partie d'un constat, c'est que j'arrivais pas à pouvoir, à travailler et dans mon domaine et sur le territoire qui me plaisait. Donc il y a 1 an, j'ai eu une fin de CDD et c'est tombé en même temps où Pôle emploi a fait une formation d'1 semaine sur la création d'entreprise. Et finalement, ça m'a fait un petit déclic. Et j'ai découvert aussi le principe, dont je vous parlerai après, la couveuse d'entreprise, qui finalement m'a motivée à continuer dans ce domaine. Donc voilà, je suis accompagnée par la couveuse d'entreprise qui s'appelle BGE, dans le Cantal. Que dire d'autre? Au niveau de tes cartes, tu vas plutôt t'orienter sur des particuliers, Alors voilà, donc mon métier cartographe, le terme plus technique c'est géomaticienne. Donc moi je dis cartographe puisque si je dois expliquer géomaticienne c'est un peu compliqué. La géomatique c'est quoi? Vous croisez la géographie et l'informatique et vous avez la géomatique. Donc voilà, on fait des cartes sur ordinateur tout simplement. Mais ça va au-delà des cartes, donc c'est vraiment la donnée géographique depuis sa création ou sa collecte sur le terrain par exemple, en passant par les traitements, les analyses de données, des choses comme ça, et sa représentation cartographique de façon traditionnelle sur papier, en numérique, des cartes interactives, des choses comme ça. Donc, par exemple, au niveau de la Comcom, éventuellement, ça peut être aussi la possibilité pour eux de spécifier des endroits géographiques, d'avoir une carte spécifique à des points stratégiques qu'ils auront définis avec toi, par exemple. Tout à fait, voilà. Moi, après, je peux intervenir dans finalement beaucoup de domaines transversaux à partir du moment où on a une composante territoriale ou géographique. Donc, je travaille principalement, effectivement, avec les établissements publics, donc collectivités territoriales ou établissements semi-publics, ou en sous-traitance avec des bureaux, des cabinets d'études qui eux-mêmes travaillent pour des établissements publics. Ok, parfait, tu t'es bien débrouillé, même avec ta voix. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Vanessa, qui fait de la géomatique? Voilà. Emma. Du coup, Vanessa, est-ce que tu as déjà des clients sur le territoire? Oui, un territoire large. Donc mon premier gros client, c'était la communauté de communes de Saint-Pourçain, dans l'Allier. Et je travaille actuellement avec un bureau d'études de Cournon qui lui-même travaille avec des collectivités du Cantal. Voilà. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions, Emma? Ça m'intéresse en fait parce que je sais que les systèmes d'information géographique sont beaucoup utilisés en agriculture. Et du coup, est-ce que les agriculteurs pourraient être des clients pour toi? Alors les agriculteurs eux-mêmes, non, parce que le client privé ou particulier, finalement, c'est pas ce qu'il va rechercher, mais ça peut être des champs d'agriculture ou des établissements en lien avec l'agriculture, effectivement. J'ai vu qu'il y avait une question au fond. Et pourquoi le Cantal, du coup? Pourquoi le Cantal? Parce qu'au gré de mes pérégrinations, j'ai un compagnon qui a bougé un peu sur toute la France et on est tombé amoureux du Cantal, précisément de la Margeride, et maintenant on est là-bas et on ne bouge plus. Une autre question, monsieur le maire? Vanessa, par rapport à l'établissement par exemple d'un tracé vélo, une voie verte, Massiac-le-Luran, c'est un exemple. Est-ce que la cartographie pourrait être faite par vous? Alors oui. Est-ce qu'il y aurait une plus-value? Voilà. Alors après, moi je ne suis pas géomètre, ou ça ne va pas être de la cartographie au centimètre près, mais ça peut être une cartographie plus pour de l'opérationnel, si on veut, déterminer tous les hébergements qu'il y a autour, les représenter, dire il y a X hébergements à 5 km. Je vais finir ma question. Est-ce qu'on peut, par exemple, ressortir tous les chemins existants sur ce tracé? Oui, on peut, oui. Après, avant la création. Voilà, après il faut avoir des données sources, ou il faut aller sur le terrain, les chercher, oui, tout est possible. Merci. Une question, Clémence. Comment on fait du coup concrètement pour faire cette cartographie? C'est des satellites? C'est en y allant sur le terrain? Alors, sur le terrain, moi je fais du relevé, comme c'est pas la précision centimétrique, donc ça peut être très bien avec le téléphone par exemple, ou la tablette. Typiquement, l'un de mes gros marchés, là, c'était relever la signalétique communautaire sur un territoire. Donc soit un point papier, soit une tablette, un téléphone, ça suffit largement en précision
Et après, voilà, j'utilise des outils numériques, donc on appelle les SIG, système d'information géographique, avec du fond de plan, voilà, IGN, orthophoto, enfin tout ce qui peut exister et qui peut être utile. Sachant que maintenant, il y a beaucoup de données qui sont d'accès gratuit, donc ça facilite les choses. Est-ce que vous avez d'autres questions, au fond? Oui, du coup, le cartage, c'est un parcours de vie que vous avez ici, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt un avantage pour vous, pour la visibilité, pour trouver de nouveaux clients Alors, c'est ni un avantage ni un inconvénient, vu que dans mon métier, en fait, je peux faire beaucoup de choses en distanciel. Dans mon village, j'ai la fibre depuis plus d'1 an, donc ça a été aussi un gros déclic. Voilà, donc c'est pas, voilà, le Cantal n'est pas un point négatif. Voilà, c'est même limite, on peut dire finalement central pour voilà, pour un petit peu tous les côtés. Je peux, si j'ai envie, voilà, je peux aller très bien travailler avec quelqu'un dans le Pas-de-Calais ou des choses comme ça. C'est pas gênant. Est-ce que quelqu'un a une autre question pour Vanessa? Emma, je te vois là, vas-y, pose la question. Oui, moi je suis intéressée, tu me parles du déclic avec la formation entrepreneuriale du coup avec Pôle emploi. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que tu préfères dans l'entrepreneuriat et puis ce que tu aimes le moins dans l'entrepreneuriat? Ce que je préfère, c'est voilà, m'organiser comme je l'entends, à mon rythme. Si j'ai envie de travailler le week-end, je travaille le week-end. Enfin, voilà, c'est mon rythme, c'est moi qui décide. Après, voilà, le côté, je pense que beaucoup vont se retrouver là-dedans, mais le côté gestion administrative, compta, même si j'ai la chance pour l'instant d'être assistée avec ma couveuse, je sais que voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, faut y passer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué à l'accueil dans le Cantal? Non. Ou est-ce qu'il y a un désir, quelque chose? Non, parce que finalement, j'ai trouvé ce que j'ai recherché, notamment en termes de locaux. Moi, je travaille à domicile, mais je vais de temps en temps à la Cocotte à Murat, pardon. J'ai aussi, du coup, dans mon village, accès à des locaux de la maison des services. Donc, voilà, rue la Margeride. Donc voilà, moi, c'est des choses très très importantes et que finalement, j'ai ce qu'il faut sur place. Est-ce que quelqu'un a une dernière question pour Vanessa, par exemple? Oui, juste une info en fait, la suite de ton activité. Hein. Moi en plus, je ne suis pas faire la compta et tout ça, donc ça motive ma décision de faire partie aussi d'Appui Créateur, donc une coopérative. Hein, ce genre de structure existe. Et de là, au sein de cette structure-là, tu serais maître à bord de ton activité, tu travailles tous les week-ends que tu veux, mais en parallèle, tu aurais aussi l'accompagnement proposé par les permanents auprès de notre coopérative qui est donc Appui Créateur. Donc moi-même, je suis entrepreneur salarié là-dedans depuis 2013. Effectivement, oui, la coopérative, c'est une des solutions sur lesquelles je réfléchis. Pour l'instant, je me laisse encore 1 ou 2 ans avec la couveuse, puisque je peux en profiter, donc j'en profite. Mais oui, la coopérative, c'est quelque chose que je commence à connaître et pourquoi pas. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai qu'il existe aussi beaucoup de solutions d'accompagnement a posteriori, après la couveuse ou après un incubateur. Donc écoute, je te remercie Vanessa. On peut l'applaudir. Merci Vanessa. Alors Franck, c'est à toi. Alors j'ai mis les petites photos sur la deuxième diapositive. D'accord. Tu veux changer de diapo. Voilà. Donc Franck, qui représente fièrement la Chambre d'agriculture. Voilà. Donc bonsoir à tous, donc, je suis Franck, j'ai 32 ans, je m'installe à Molède sur une petite commune. Donc je reprends une petite exploitation, une ferme de 40 hectares. Je suis originaire à la base du Tarn-et-Garonne. Après j'ai vécu 10 ans dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, j'arrive dans le Cantal, pourquoi? Pour une philosophie de vie, en fait une qualité de vie que j'ai choisie. Donc sur l'exploitation, en fait, je reprends un troupeau d'ovins, donc c'est des moutons de Carpates, c'est une race rustique. Donc par rapport, en fait, j'exploite la laine, je récupère la laine pour confectionner des couettes, des oreillers et des coussins, principalement. Voilà. Donc juste à préciser, parce qu'on va très vite, tout est fait de A à Z sur la ferme.
C'est-à-dire que la matière première, c'est la laine, elle est produite sur la ferme, et jusqu'à la vente du produit, tout est fait sur la ferme. D'ailleurs, la vente... Oui, on peut passer le diable. Donc voilà les moutons, voilà les produits, en gros. La vente se fait actuellement principalement par site internet, que j'aimerais bien développer par la suite. Voilà. Mon objectif serait, déjà j'ai entamé tout ce qui était festival de laine, tout ça, et mon objectif c'est d'aller démarcher sur de l'hôtellerie de luxe, parce qu'en fait c'est une ferme 100% bio, avec des produits 100% bio, naturels. Il n'y a aucun produit chimique, il n'y a rien. Donc comme c'est un produit de qualité, j'aimerais aller chercher des débouchés sur, voilà, pour valoriser un peu plus le produit. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Donc c'est toi qui fais tout en fait. Oui, je voilà. fais tout. Tu vas tourner les moutons, tu vas faire la laine, tu vas, voilà, comme tu nous avais expliqué, tu la laves 3 fois, tu la fais sécher 15 fois. Enfin, voilà, en gros le processus, c'est il faut tondre les moutons, bien sûr, il faut trier la laine. Donc toute la laine bonne, il faut la laver 3 fois, après il faut la rincer 2 fois, après il faut la sécher, une fois qu'elle est sèche, il faut la carder au moins 3 fois. Ça veut dire quoi, carder? Carder, c'est comme brosser, il n'y a pas de photo. En plus, une cardeuse à la main, c'est tout à l'ancienne. En fait, ça lui fait prendre du volume à la laine. Voilà. Donc après, juste j'achète du lin 100% naturel et bio. Et après, du coup, c'est de la couture, du garnissage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Franck? Je sais qu'il y a plein de questions. Clémence, on passe à vous après. Est-ce que ça tient plus chaud une couette en laine de mouton qu'une couette synthétique? Oui, clairement, c'est le meilleur isolant en fait. Il n'y a pas meilleur isolant, c'est niveau thermique, c'est le top du top. Et en fait, le lin, pourquoi le lin? Parce qu'en fait, c'est ce qui permet de respecter au maximum la laine. Ça ne fait pas un effet tampon entre. On sent bien l'effet thermorégulation. Deuxième question. Si tu peux nous donner l'adresse de ton site internet. Oui, bien sûr. J'ai même des cartes après si vous voulez. Et après, 2 ans, pardon. Oui. Comment je suis arrivé dans le Cantal? En fait, j'ai connu le Cantal par des amis qui habitent sur Val-Ujol. Et après, j'ai fait un petit peu le tour du Cantal. Je suis tombé amoureux du Césalier. Et voilà, donc je cherchais autour du Césalier. J'ai trouvé cette ferme en Molède. C'est sur le bord, donc c'est très bien. Ah oui, aussi. Donc j'ai participé aux 3 jours de session d'accueil d'actifs. J'étais déjà, déterminé sur la ferme, tout ça, j'avais déjà tout découvert, mais c'est vrai que la session m'a permis de rencontrer les bonnes personnes. Là, j'ai pratiquement fini mon installation. Du coup, quand j'avais quelqu'un à découvrir, je la connaissais déjà. Donc ça m'a aidé, ça m'a fait gagner du temps en fait. Ouais, ce que j'avais demandé, c'est la session d'actifs, ça t'a apporté quoi? Bon, bah, c'est très bien, parce que justement, c'est aussi ça, l'Auvergne, le Cantal, permet un petit peu d'aider à l'installation, de voir un petit peu comment ça peut se passer, et puis d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, c'est de pouvoir avancer. Ouais, ça fait gagner beaucoup de temps aussi. Ouais. C'était Ouais, est-ce que vous avez d'autres questions, pardon, pour Franck? Oui, une question, c'est un produit donc haut de gamme qui se situe dans quelle tranche tarifaire? Ça dépend en fait du produit. Les couettes, il y a plusieurs dimensions. Ouais. Ça va en gros de 375 € à 600 et quelques euros. Parce que maintenant il y a les king size là. Ça dépend du taux de chargement aussi, parce qu'on charge à 800 grammes au mètre carré. Mais il y en a qui trouvent un peu trop chaud, donc après ils redemandent une couette, mais un peu moins chargée. Et voilà. Ouais. Emma. Tu disais que tu tries la laine, et du coup, ce que tu écartes, qu'est-ce que tu en fais? Ah, je la jette. D'accord. Ouais. C'est de la laine qui n'est pas exploitable en fait. Quand il y a trop de déchets dedans, on va dire, tout ce qui est foin, tout ça. Même pour l'isolant maison? Ah si, après oui. Mais bon, c'est un projet à développer. Il y a plein d'agriculteurs, on aimerait se rassembler. Parce que ça se développe, mais bon, il n'y a rien encore de fait là-dessus. Ouais, ça peut servir d'isolant pour tout. Est-ce que c'est une laine qui peut ouvrir ce filet, par exemple, et être travaillée en
Ah oui, oui, complètement. Ouais. Mais, alors, les Cédans l'ont fait il y a plusieurs années. Ils l'ont laissé de côté parce que ça représente un peu trop de boulot. Ils se sont consacrés aux couettes, aux oreillers. Après, la dame, elle fait tout ce qui est écharpe, tout ça. Moi c'est couette, oreiller, coussin. Peut-être avec une filature locale, massiacoise, non? Oui, mais alors en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, toute la laine que je produis, je l'utilise. J'ai pas de surplus en fait. Voilà. Parce que je reste à l'échelle quand même d'une ferme familiale, c'est 40 hectares. C'est pas une grosse exploitation. Donc ça veut dire que tu connais tes 50 moutons par cœur. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Franck? Clémence? Il faut combien de moutons pour faire une couette? Ah. Pas une couette pour combien de moutons? Une couette 160, pour une couette normale, on va dire, de 22-40, avec une brebis, on fait 2 couettes. Ah oui, d'accord. Parce qu'en gros, une toison complète, ça représente à peu près 12 kg. Il reste trié 9-10 kg. Et une couette, ça fait à peu près 5 kg. Vous avez d'autres questions pour Franck? Encore, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Des visites ponctuelles de l'exploitation ou C'est prévu. C'est pas d'actualité. Ça, ce serait cool ça. Ouais, c'est prévu parce qu'en fait, toute la transformation se fait dans la partie habitation. Là, j'ai comme projet de créer une autre bergerie, donc conforme aux normes, tout ça, pour déplacer les moutons et dans la bergerie actuelle, faire carrément une salle de confection avec visite à la ferme pour ceux qui veulent. Mais c'est dans quelques mois. Encore, de toute façon, on a bien dans l'apéro, donc t'inquiète pas. Est-ce que vous avez une question pour Emma Le Tac, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un hôtel plusieurs étoiles qui va bientôt arriver sur le territoire et qui peut-être sera intéressé par de la boniterie Je suis pas au courant, mais je suis intéressé. Et les propriétaires bon, en sont tout cas, voilà, l'apéro à la fin permet aussi. Voilà, l'apéro après permet aussi de faire rencontrer des personnes, c'est ça aussi le réseautage. Il y a une question. C'est ça, alors une petite question à l'échelle. Je voulais savoir combien de tontes par an? Une. Une seule? Une seule, oui. Les Cédans avaient essayé 2 tontes, mais la laine n'est vraiment pas de bonne qualité, c'est pas bon pour les moutons non plus, donc une seule ça suffit. Donc en gros, tu fais 100 couettes par an? Un peu moins. Un peu moins, d'accord. Ouais. C'est en gros 80 couettes et le reste c'est oreiller tout ça. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Franck avant qu'on passe à Suzanne? Non. Alors, merci Franck. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. On va passer à Suzanne. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Suzanne, je suis originaire de Normandie et depuis que je suis toute jeune, je suis passionnée par le monde de l'image et de la vidéo, donc je me suis spécialisée comme monteuse vidéo assez naturellement. Mais j'ai une autre passion dans la vie et c'est la randonnée. Et quand on aime la randonnée, eh ben, on va s'installer dans un territoire qui est proche de la nature et c'est pour ça que depuis un peu plus d'1 an maintenant, je suis sur le territoire du Cantal. De ces 2 passions que j'ai dans la vie, donc la vidéo et la randonnée, est née une chaîne YouTube. Donc en 2017, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelait qui s'appelle toujours l'Instant Vagabond, et sur laquelle à ce moment-là, donc en 2017, je partageais vraiment en toute simplicité mes petites aventures à travers des vidéos donc de randonnée. Sauf que au fil du temps, et ben, cette chaîne YouTube elle grandit. Elle grandit et aujourd'hui, ça fait à peu près un peu plus même de 25 000 personnes qui suivent cette chaîne YouTube. Et ça fait du monde, ça commence à faire du monde. Et surtout, ça commence à faire beaucoup de temps de travail à développer cette chaîne YouTube. Parce que quand il y a 25 000 personnes qui vous suivent, ils vous demandent souvent des vidéos. Donc il faut créer des vidéos régulièrement. Et puis aujourd'hui, c'est aussi l'Instant Vagabond, une page Facebook, un compte Instagram, un blog. Donc il y a des contenus différents à développer, à partager. Et puis il faut faire vivre la communauté aussi. Il faut répondre aux commentaires, il faut répondre aux messages. Bref, il y a de quoi faire. Si bien que l'année dernière, j'ai décidé de mettre l'Instant Vagabond au cœur de mon activité professionnelle et donc de créer des produits et des services autour de ces réseaux sociaux pour pouvoir en vivre, tout simplement. Et donc, il y a eu d'abord des premiers ateliers en ligne, des conférences en ligne qui ont été développées. Au début de l'année, on a aussi
aussi j'ai écrit un petit livre qui a été financé via un financement participatif, une campagne qui a été financée avec succès. Et puis pour l'été qui arrive, il va y avoir aussi des stages d'initiation à la pratique du biobois qui vont être lancés sur le territoire du Cantal si tout va bien. Et pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui? C'est parce qu'en 2023, moi j'aimerais bien créer une web série, ce qui sera diffusée sur la chaîne YouTube. Et dans le but, c'est vraiment de rester sur la ligne éditoriale de ce qui est déjà proposé sur ma chaîne YouTube, à savoir de valoriser un tourisme qui est durable et responsable, à travers la pratique de la randonnée notamment. Et donc d'aller aussi sur chaque épisode, ce serait d'aller sur des territoires qui sont un petit peu loin, on va dire, des destinations touristiques classiques qu'on a déjà l'habitude de voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et aussi d'aller rencontrer des acteurs locaux à chaque randonnée qui sera faite sur un épisode pour pouvoir valoriser ces territoires. Donc voilà, si vous avez des idées, des suggestions pour moi, pour des circuits de randonnée ou pour des acteurs locaux à les rencontrer dans le Cantal ou ailleurs, eh bien n'hésitez pas à revenir vers moi après, je serais ravie de pouvoir échanger. Bon bah super, merci Suzanne. Est-ce qu'il y a des questions pour Suzanne? Bon, c'est pas une question, mais allez-y. Faut qu'elle aille chez Franck. C'est ça. Ah oui, parce qu'il est sur 400 très bien. Sans le césaïe. Ah bah oui, bien sûr, elle va bien. Évidemment, oui. Bah oui, ça fait très bien sûr, surtout que ces alliés, c'est pas très valorisant encore sur les réseaux sociaux. Il y a à faire. Il y a à faire, totalement. Oui. Du coup, vous fonctionnez sur le principe des influenceurs ou j'aime pas le terme, mais vous monnayez du coup vos... Pour l'instant, oui, c'est pour ça que là je suis vraiment en train d'essayer de créer des choses autour de ça, parce que pour l'instant, la seule source de revenus, c'est la monétisation des vidéos ou des partenariats, de l'affiliation. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais l'idée, c'est justement pas aller sur trop cette partie-là pour en sortir un peu et être indépendant aussi, rester indépendant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Suzanne pour cette partie, l'instant vagabond? Donc c'est sur YouTube, ça s'appelle l'instant vagabond. Oui, moi aussi j'ai des cartes si vous voulez après. Et sur pareil, sur Instagram, @instant vagabond ou... Sur Instagram, je suis pas encore très pro, mais ça d'accord. sera, faut que je change. Voilà, ça sera l'instant vagabond prochainement. Ok, d'accord, parfait. Emma, une petite question. Ouais, moi je voudrais te remercier pour ce que tu fais pour le Cantal en fait, parce que moi je te suivais avant que tu viennes t'installer et quand j'ai vu que tu venais t'installer, j'étais super contente. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle va faire à Neussart, mais c'est trop bien et tout ça. Donc toutes les vidéos que tu fais sur l'installation dans le Cantal et pourquoi tu fais ça et comment tu te sens ici et tout, c'est super génial. Et ma question c'est quand est-ce que tu refais le GR400, parce que début juillet l'année dernière, moi aussi j'ai fait à ce moment-là une semaine avant toi, c'était pas très valorisant pour le Cantal. Non, c'est vrai. Et du coup la vidéo elle vend pas trop bien le GR400. Mais on m'a dit que c'était très représentatif par contre. Mais du coup voilà, c'est peut-être une autre vidéo, moi je trouve qui peut valoriser ça. Il y a matière à faire, ouais, tout à fait. Il y a de quoi faire dans le Cantal en tout cas en termes de randonnée, ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Suzanne? Non. Merci beaucoup Suzanne. Merci. On peut l'applaudir également. Merci beaucoup. Alors on va passer à Michel. Michel qui attendait cet instant avec impatience. Donc Michel est un passionné et il va vous raconter tout ça. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc voilà, je suis Michel, je suis le fondateur des Cafés des Puits. Café des Puits, pourquoi? Parce que tout simplement, on est au pied du plus grand stratovolcan d'Europe et on torréfie des cafés d'altitude, en altitude, et surtout ce qu'on appelle des cafés de spécialité. Les cafés de spécialité sont des cafés, je résumerai ça en disant que c'est des cafés bons. Le terme bon n'est pas seulement, ne désigne pas seulement les aspects gustatifs. Le terme bon désigne aussi les aspects environnementaux et sociaux. Il faut savoir que la majorité des cafés que nous consommons quotidiennement sont bourrés de glyphosate à 90%. Ça, c'est un constat. On ne peut pas acheter du café à 2,30 € les 250 grammes. C'est impossible. Ça veut dire qu'on a rasé des montagnes, des forêts. Pardon. On a rasé des forêts au Brésil, on a planté des caféiers, on les bourre d'intrants et on les vend à tout va. Voilà. Donc moi, je fais partie de ces torréfacteurs qui choisissent des cafés
qu'on appelle des cafés de spécialité, donc des cafés qui sont tracés, labellisés, le plus souvent bio, et s'ils ne sont pas bio, c'est tout simplement que les agriculteurs n'ont pas assez d'argent pour avoir les certifications, c'est tout. En revanche, ils sont vraiment bio. Bon. Alors le Cantal, pourquoi le Cantal? Le Cantal, c'est très simple, c'est une longue histoire familiale du côté de ma compagne. Son arrière-grand-mère est de Chalinargues, la grand-mère de Mouret, bref, la maison de famille est à Mouret. On a eu la chance, même si c'était un peu douloureux parce qu'il fallait régler des choses avec les notaires, de passer le confinement à Mouret. Et je peux vous dire que ce printemps-là, je ne l'oublierai jamais. Donc l'idée a commencé à germer doucement. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais faire? J'ai envie de venir ici. Et le Cantal représente à lui seul une qualité de produit exceptionnelle. Ben, maintenant, il y aura ces cafés d'exception. Oui, merci Michel. Je pense qu'il y a des questions pour les amateurs de café comme moi. J'imagine. Emma, une petite question pour Michel? Ou tu as déjà posé toutes les questions à Michel? Emma m'a déjà posé plein de questions avant. Non, mais je suis en train de te dealer du café dans le nouveau salon de thé de Tournemire. C'est sublime. Voilà, donc on fait ça de réseautage a posteriori. Est-ce qu'il y a des questions pour Michel par rapport au café? Alors, est-ce qu'on peut venir chez toi, en tout cas donc à Neussargues, pour venir déguster le café? Alors, je ne suis pas agréé, comment ça s'appelle, entreprise recevant du public. Oui, ERP. Les ERP. Néanmoins, si vous êtes client, vous êtes les bienvenus pour venir déguster les cafés. Il faut savoir que dernièrement, j'ai appris une chose absolument folle pour dire que dans le monde du café, ça bouge énormément. À Naples, qui est le berceau de l'expresso, donc ils essayent de classer l'expresso comme, je ne sais plus quoi, bien patrimoine de l'UNESCO, je ne sais pas quoi là. Et ben il y a une bonne femme qui a ouvert un coffee shop où elle ne fait que du café filtre. Et ça marche du feu de Dieu. Il faut savoir que dans le café, c'est pas l'expresso. Le café, c'est une foultitude de choses. Par exemple, je lance quelque chose qui n'existe pas encore en France, ou qui balbutie. C'est ce qu'on appelle l'extraction à froid. Donc, le café est extrait à l'eau froide et non pas à l'eau chaude. Et la subtilité de la chose, c'est qu'on le tire comme une Guinness à la pompe à bière. Et ça fait un produit qui est magnifique et surtout très bon, avec pas de sucre, pas d'ajout, rien du tout. Et je décline ça sur des thés, je décline ça sur des alcools. Peut-être je mettrai ça en canette un jour. Là, c'est forcément à la pompe dans un bistrot. Et en fait, l'intérêt du truc, c'est que ça ne demande rien de compétences particulières, puisque je livre des bidons. C'est comme tirer une bière. Sauf qu'on ne la tire pas au CO2, mais à l'azote. Voilà, c'est tout. Donc des idées comme ça, j'en ai 100 à la minute, dont 99 partent à la poubelle, évidemment, tout de suite. Et il y en a une qui apparaît de temps en temps, puis je la creuse, je la creuse, je la creuse, je la creuse. Voilà. Et il faut boire du café filtre, il faut boire du café froid, il faut boire de l'expresso. Voilà. En tout cas, même si tu n'es pas ERP, je pense que tu auras beaucoup de clients qui vont venir te voir à Neussargues. Ben, j'espère bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Emma? Emma, oui. Pas du tout. Je vais faire des ateliers pour apprendre aux gens à torréfier le café. Donc il y aura de la dégustation, de la torréfaction. Tout le procédé, tout le processus va être expliqué, décortiqué. Il faut savoir qu'en fait, torréfier du café, c'est simple. C'est très 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 simple. On met dans un four qui tourne. Et puis au bout d'un certain temps, le café craque. C'est comme un popcorn. Et ensuite, on se dit, bah, tiens, 1 minute après, je le sors et c'est bon. Sauf que la chimie est tellement complexe que le jour où on se trompe et que c'est meilleur, c'est là que c'est parti. Parce qu'on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche.
On ne s'arrête jamais. Chaque broche est différente de l'autre. On va donner le même café à 10 torréfacteurs différents, il y aura 10 goûts différents. Parce qu'on va privilégier telle ou telle caractéristique et pas, c'est pas un automatisme. Hein. On a à peu près 2 minutes de développement en fin de cuisson qui nous permettent, nous, d'amener notre pâte au produit. Chose que les industriels ne peuvent pas faire et torréfier à la tonne en 2 minutes, donc le temps de développement, il n'y en a même pas. Donc eux, ils font une cuisson plaf. C'est voilà, comme une mauvaise viande, comme un mouton mal élevé, peu importe. Mais l'artisan, lui, il va être au fait de choisir exactement le goût, son goût. Donc imprimer sa pâte. Et quand, par exemple, j'ai eu la chance d'aller manger dans un 3 étoiles chez Alain Passard, pour ne pas le nommer, eh ben, ils vous servent des capsules. C'est une honte. Alors, il faut savoir que la capsule, il faut sur-torréfier le café, sinon la capsule éclate. Donc pourquoi toutes les capsules, si vous goûtez un café encapsulé, faites-le comme vous goûtez un vin. Et qu'est-ce qui va vous venir, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est l'amertume, le cramé, le pneu. Tout simplement parce que c'est impossible de faire autrement. Ils n'ont pas trouvé la solution de mettre du bon café dans des capsules et d'en faire quelque chose de bon. Maintenant, il faut voir l'explosion des machines tout automatiques à grains. Donc ça aussi, ça amène non seulement des clients pour moi, sans doute, mais surtout une prise de conscience qu'on ne jette plus rien. En fait, on jette du marc qui est totalement biodégradable. Et il faut savoir aussi qu'une dose de café tracé, labellisé, que je vais vendre, admettons 40 € du kilo, si on ramène ça à la dose, je suis 2 fois moins cher qu'une capsule. Et toi, tu t'adresses à qui? Alors, tu t'adresses aux particuliers? Alors, je m'adresse à tous. J'aimerais bien finir ma vie en tant qu'un espèce de Lancelot qui veut donner aux gens quelque chose de bon pour qu'ils comprennent qu'on est dans le pays de la gastronomie, on n'a pas de bon café. S'il vous plaît, d'où viennent les grains? Alors, les grains, ça dépend. Ils viennent pour certains du Brésil, du Salvador, d'Éthiopie, du Sumatra, du Pérou. De toute façon, dans la ceinture équatoriale, hein, le café ne pousse que là. Il faut savoir aussi qu'il y a du café en France. À La Réunion, un Bourbon pointu, c'est excellent. Les cafés qui sont, on va dire, du côté de la Martinique, on va dire que c'est un peu moyen. Mais la qualité commence à monter. Oui, vous aviez une question. C'est un peu sur la façon dont vous sourcez justement vos grains. Est-ce que vous avez une démarche qui prend en compte les conditions de travail dans lesquelles le café... Ah, complètement. Moi, si je paye 1 kilo de café 5 fois plus cher qu'un industriel, c'est pas pour rien. Ce café-là, donc je travaille avec la société Belco, pas que, hein, mais Belco grande. Eux, ils sont sourceurs, 87% de leurs produits sont sourcés par eux-mêmes. La traçabilité est totale. Ils sont tellement fous que je les aime beaucoup, tout simplement parce qu'ils ils sont en train de construire un bateau à voile pour ramener les cafés du continent américain vers l'Europe sans l'utilisation de pétrole, etc. Donc le social, évidemment, hein, les enfants, ils ne sont pas dans les plantations, j'achète pas de café de ferme où il y a des gamins qui ramassent les trucs, les gamins sont à l'école. Comment dire, ça c'est le côté social, côté environnemental, les gens se sont aperçus, les planteurs se sont aperçus que vendre du café d'agroforesterie 3 fois plus cher, finalement ils en font, je sais pas, 20% de moins, mais ça leur rapporte beaucoup plus. Donc ils sont très à l'écoute de ça. En plus, des sociétés comme Belco, ou même nous, micro-torréfacteurs,
On participe en donnant à des associations ou des organismes de ce type pour, je sais pas, construire une école, refaire une route, acheter des vaches. Ça se fait beaucoup en Éthiopie. Il ne faut pas leur donner d'argent, il faut leur acheter des vaches, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Michel? Qu'est-ce qu'on va trouver dans le magasin alors? Quelle forme de café on va Alors, trouver dans ce le n'est pas magasin? un magasin, c'est un atelier de torréfaction. Donc, vous allez trouver un torréfacteur. Un torréfacteur, deux torréfacteurs, deux, un petit pour les échantillons et un gros pour la production. Des machines de dégustation. La machine étalon, de toute façon, chaque café qui sortira de cet atelier va être goûté, analysé. Chaque broche même, enfin, chaque fois que je vais torréfier, ça sera goûté, noté. On est dans l'excellence. D'ailleurs, j'ai eu la chance de connaître Daniela Capuano, ça ne vous dit rien, d'accord, lors de mes précédentes vies de torréfacteur. Et en fait, elle est devenue meilleure ouvrier de France. Et je l'ai appelée pour collaborer avec moi sur le choix, sur les origines, sur la façon de torréfier, sur voilà. En gros, on n'est pas limité. Voilà. Et où est-ce que vous êtes installé? À Neussard, dans la pépinière d'entreprise. Alors, une question du maire de Murat. Monsieur le maire, mes respects. Alors là, si vous pouviez presser Monsieur Dupois, ça m'arrangerait. Parce que là, ce matin, il m'a dit que, oh, je sais pas bien, peut-être 4-5 semaines avant d'installer le conduit de fumée. Voilà. Voilà. Ils sont tous débordés. Donc, au-delà de ça, Michel, si jamais il n'y avait pas ce souci, t'ouvres dans combien de temps? Normalement, fin avril, début mai. Mais ça va être plutôt mi-mai, hein, vu les délais qu'on m'impose. Voilà. Une petite question tout au fond. C'est prévu une commercialisation en kilos, en gras ou aussi en Alors, il y a du grain, il y a du moulu, il y a des 250 grammes, des kilos. Voilà. Il y a 5 moutures différentes si vous faites de la French press, si vous faites plutôt du filtre, si vous faites plutôt, comment on appelle? Ça y est, Alzheimer. Je pourrais pas t'aider là. Voilà. Même si je suis en train de Bref, j'ai 5 moutures différentes. Évidemment, nous développons un site de vente. Si on compte beaucoup sur les ventes sur Internet, vu que le confinement a aidé beaucoup à ce que ça se développe de façon simple. Les gens maintenant achètent sur Internet même des produits comme le café. Et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure des idées qui fusent. J'en ai une que moi je trouve très bonne. En fait, je vais torréfier à la demande, c'est-à-dire qu'il y aura des précommandes. Si j'ai 30 clients, mais ça c'est sur des cafés très exceptionnels, donc pour des grands connaisseurs. Ça va m'aider à ma communication aussi, parce que c'est très facile. Hein. Moi, ça me fait faire une broche supplémentaire, c'est tout. Néanmoins, c'est tel jour, à telle heure, connectez-vous à mon Facebook Live, et je vous expliquerai. Voilà. Donc des formations, évidemment, il y en aura. Apprendre à goûter du café. Là, par exemple, j'ai sélectionné un café que je trouve tellement bizarre, mais je ne pouvais pas passer à côté parce qu'il a un goût de concombre et de menthe. Et en le mélangeant avec un autre café et puis un troisième café, on arrive à quelque chose d'assez explosif. Et je réserverai ça plutôt à tout ce qui est café froid. Voilà. D'accord. Une dernière question pour Michel. Théa, tu voulais poser une question? Oui, c'est Sarah qui a une question. Juste au niveau de l'achat, la possibilité d'acheter une torréficateur, je ne sais pas, oui. Une machine à grande taille, petite taille, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose également qui est prévu dans ton activité? Ah, mais la machine est déjà achetée, oui, elle arrive. Non, mais je veux dire, vous commandez des gens pour des particuliers qui veulent chez eux investir dans une machine. Moi, en fait, je ne suis pas vendeur de machines, mais je peux les aiguiller. Hein. Voilà,
Alors il y a encore une dizaine d'années, c'était très compliqué. Aujourd'hui, il y a des sublimes machines, moi, mon petit échantillonneur. Alors c'est vrai, ça coûte 3 000 €, mais c'est du matériel professionnel qu'on peut avoir chez soi. Et alors j'ai pensé aussi à vendre du café vert, mais j'en suis un peu revenu parce que je me dis... Le café vert, c'est pour les infusions plutôt, hein, c'est ça? Non, du café vert pour que les gens le torréfient. D'accord, ok. Parce qu'il y a des fous, hein, il y a une communauté de doudingues qui veulent tout faire eux-mêmes, tout ça, machin, les DIY et compagnie. Maintenant, si je propose un super produit qui le torréfie mal et qui me renvoie des avis négatifs, ça peut me porter à conséquence et c'est juste stupide. Hein. Donc en fait, moi, mon métier, c'est de donner ma patte à un produit. Essayer de le tirer vers l'excellence le plus possible. C'est ce que tu as marqué, artisan torréfacteur, donc c'est vraiment de l'artisanat, c'est de l'artisanat chimiste, c'est trouver un peu la texture, le son, le visuel. Tout est important, on torréfie au nez, à la vue. En fait, c'est ça qui est génial avec le café, c'est que c'est moi qui commande. C'est moi qui décide. Et je décide jamais de la même manière. Parce que le nez, s'il est altéré, vous allez sortir quelque chose de tout à fait correct, mais peut-être pas très bon. Donc il vaut mieux éviter les grippes et compagnie. Et en fait, c'est un produit vivant. C'est un produit où l'artisan, il met vraiment sa patte. Je vous dis que sur 10 torréfacteurs, le même café, le même lot, les mêmes machines, aura 10 goûts, alors très similaires, mais totalement différents. Okay. Donc c'est un vrai travail artisanal. Bon, super. Merci beaucoup, Michel. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour de boire un bon café dans le café du coin? Eh bien, tout à fait. C'est une vraie question. Alors, la question, je me la suis beaucoup posée. Je suis environ 30 à 40% plus cher qu'un café, on va dire, normal. Maintenant, quand on ramène ça à la tasse, en fait, le ratio pour que le cafetier garde la même marge, il faut qu'il fasse 4% de plus de café dans la journée, en gardant le même prix. S'il augmente de 5 centimes, il n'y a aucun souci. Sans augmentation, c'est 4%. C'est-à-dire sur 100 cafés servis, il faut qu'il en serve 104. Et il aura la même marge qu'avant avec du mauvais café. C'est des calculs tout bêtes, et ça fonctionne. Sur la totalité des cafés. Et il ne pourrait pas avoir deux cafés différents, un café au prix actuel, un café un peu plus cher avec un bon café. En fait, le problème, c'est que France Boisson, Richard et compagnie les tiennent. Voilà. Donc pour trouver quand même des cafetiers indépendants, c'est compliqué. Parce qu'ils ont eu un très beau business plan, hein, les cafés Richard, puisqu'ils offrent la machine, le moulin et l'entretien. Il faut savoir que la machine qu'ils leur offrent est à peu près une machine à 3 000 €, 4 000 €, allez, qui a deux groupes. Un moulin, allez, 1 000 € de plus. L'entretien, 100 € par an. Et en revanche, ils leur vendent le café bas de gamme à un prix prohibitif. Ça, c'est le deal. Alors, les mecs, ils disent « Ah ouais, mais comme ça, on n'a pas besoin de s'occuper de la machine et du moulin, on a peur. Oulala, si ça tombe en panne. » Acheter une machine à 4 000 € tout seul et faire un entretien, et ensuite choisir ses propres cafés, c'est la liberté. Maintenant, si j'arrive à gagner énormément d'argent, ouais, pourquoi pas, j'installerai des machines, pas pour vendre mon café, mais pour leur dire, regardez, vous êtes libre maintenant. Achetez-moi des machines et vous verrez que vous serez libre et très libre. Voilà. Ok, merci Michel. On peut l'applaudir. Merci à vous. Et à bientôt du côté de Sarre. Alors, merci à tous. On va passer à l'open micro. Donc l'open micro, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? L'open micro, c'est en fait si vous avez une actualité, si vous avez quelque chose de spécifique, un projet en cours,
vous pouvez venir ici pendant 1 minute, expliquer un petit peu votre projet, votre actualité, et comme ça vous passerez en live avec Lola. Est-ce que quelqu'un a une actualité, un projet? Allez. Je te laisse. Tu as 1 minute. Bonjour à tous, moi c'est Fabien Lebro, je suis accompagné de ma collègue Clémence Rabanne, qui n'a pas voulu se lever. Et donc en fait nous on travaille pour l'incubateur d'entreprise Catapulte qui est basé à Aurillac et on est en phase d'appel à projet pour sourcer donc, les futurs incubés qui constitueront la promotion numéro 2 de Catapulte. Donc voilà, si vous avez une idée originale, un petit peu innovante, que vous sentez que vous avez besoin d'aide ou de conseils, ou simplement d'en parler pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est là pour répondre à toutes vos questions et si on ne peut pas vous aider directement, on pourra à minima vous rediriger vers le bon interlocuteur. Voilà. Date de candidature entre quel jour et quel jour? Alors, initialement, c'était jusqu'au 11 avril, c'est-à-dire lundi, mais on recule un petit peu, donc on va annoncer en début de semaine la date effective de clôture, mais ça sera probablement fin mai. Ok, d'accord. Donc avec un dossier, voilà, un peu le projet. Oui, voilà, alors pour candidater, en fait, il y a un dossier de candidature donc, à compléter. Clémence, d'ailleurs, aide les porteurs de projets pour remplir ce dossier. Et également, on demande une petite vidéo de présentation de 3 minutes, pas seulement du projet, mais également du porteur, parce qu'on s'intéresse un petit peu comme le connecteur, on s'intéresse à la fois au projet et au porteur. Et donc voilà, après, les projets sont présélectionnés, puis ensuite il y a un jury qui procède donc à la sélection des 6 à 8 lauréats. On n'ira pas au-delà parce que sinon ce n'est plus le rôle d'un incubateur, c'est un petit peu différent. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous-même avez un projet, une idée, si dans votre entourage, des amis, de la famille, peu importe, on a tous un projet en tête, on n'ose pas forcément en parler au cours de notre vie et des fois on le regrette, des fois ça passe à l'as parce qu'on a d'autres choses, donc n'hésitez pas. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre intéressé pour présenter une actualité ou un événement ou un projet en cours? Et moi, je vais te faire venir aussi pour éventuellement présenter l'apéro du 5 mai à Aurillac et demander voilà, si tu as des demandes spécifiques pour des projets ou des porteurs de projets. Vous battez pas. Hein, vous battez pas. C'est là, j'ai besoin du micro là en ce moment. Ça va, on peut dire. Merci. C'est moi. Alors, niveau actualité. Alors, actualité, mais aussi pour la partie du mois de mai, donc le 5 mai, tu cherches des pitchers ou pas? Oui, alors actualité le plus proche, c'est la semaine prochaine. Alors, donc, moi, je coordonne les apéros au niveau du Cantal. Hein, et donc, j'organise en particulier ceux d'Aurillac. La semaine prochaine, il se passe à Aurillac de 17h à 18h30 à l'hôtel du département une présentation du dispositif Overboost qui aide les porteurs de projets entre 18 et 30 ans donc avec sur un point de vue financier. Tu l'apprends Adèle, mais ça va arriver. Voilà, donc appel du département, et donc ce sera à l'occasion de notre deuxième session de formation de la promotion 2 du coup de l'incubateur Landestini Cantaloga que je dirige et donc de la même façon que les copains de Catapulte, on accompagne les projets nous dans l'agriculture, l'alimentation durable et la préservation de la biodiversité, et puis tous les gens qui ont des projets autres, eh bien, ils vont chez Catapulte, on travaille comme ça ensemble. Donc voilà, pour Overboost la semaine prochaine. Et donc le prochain apéro aura lieu le 5 mai, au Canotier. Et on va innover parce qu'on innove même dans les apéros, c'est qu'on va suivre ça dans un petit barbecue, parce que la dernière fois on a fini à 22h30 tellement on était bien. Et on s'est dit qu'on allait griller aussi les saucisses, ça allait être sympa. Donc voilà, et puis ensuite les prochains apéros qui seront... Le prochain, ce sera à définir au mois de juin, et là ce sera certainement à Alanche, à définir avec la marque Aubert, mais aussi avec la présence
Voilà. Ah oui, et peut-être quelque chose que j'ai mis dans ma newsletter aussi, donc sur l'innovation, en ce moment et jusqu'au 16 avril, c'est la Clermont Innovation Week. Donc je vous invite à aller voir sur le site de l'événement. En fait, il se passe plein de choses à Clermont, dont certains événements sont en visio. Et voilà, pour l'entrepreneuriat et puis pour toutes les idées innovantes sur le territoire, c'est hyper intéressant sur tout secteur confondu. Voilà, d'un point de vue des protéines jusqu'au secteur culturel, enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et autre chose qui me paraît important aussi pour les entrepreneurs, c'est la semaine prochaine à Mauriac, le festival d'improvisation sur 3 jours. Et je pense que c'est aussi important d'être aussi créatif et de savoir rebondir aussi. Moi je pense que pour les entrepreneurs, savoir rebondir et être créatif, ouais. donc voilà, ça nous tient à cœur quand il y a des choses qui se passent aussi chouettes sur nos territoires, dans différents endroits, de en parler. Donc voilà, si vous ne saviez pas, donc ça s'appelle Les Improbables et vous trouverez ça en tapant Mauriac Improbable. Ok, voilà. Super. On le remettra sur la partie live Facebook ou YouTube, on mettra tous les liens. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup Emma. Quelqu'un d'autre veut parler? Allez. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors moi c'est Julien Boulet, je suis boulanger-pâtissier à Massiac. Okay. J'ai repris une boulangerie et une spécialité, le macaron de Massiac. Donc vous aurez une petite boîte pour goûter à la fin, pour comprendre ce qu'on peut faire avec. On a repris cette boulangerie il y a 2 ans et comme pas mal de porteurs de projets, on a essayé de monter le niveau et d'aller chercher une qualité autre. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Ils viennent dans le Cantal chercher de la qualité. Et bien nous, on l'avait déjà. Alors on a incorporé dedans, c'est une spécialité aux noisettes. On est revenu à des noisettes françaises, arrêter les noisettes turques, du miel du Cantal, des poules pour faire des œufs élevés en plein air, arrêter les poules en cage. On veut justement faire découvrir, on s'est rendu compte avec les confinements que beaucoup de gens nous faisaient la demande pour expédier ces macarons. Alors, ils sont très bons, mais ils sont très fragiles. Et du coup, là, tout de suite, on développe un site internet pour pouvoir les commercialiser sur internet. Mais on a un gros problème, c'est l'intérieur de notre boîte, parce que pour les envoyer, on ne voudrait pas mettre de plastique. Et du coup, on essaie de trouver des idées avec du carton, avec autre chose, et si quelqu'un avait des idées ou un projet, n'hésitez pas à en parler. Et tout à l'heure, vous parliez de site internet, on n'arrête pas de nous demander de mettre la boulangerie sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. C'est un métier à part entière. Et quand on a fait quelques heures dans la journée depuis 2 heures du matin, à cette heure-ci, j'ai pas le temps de m'occuper de Facebook, de Twitter, de Snapchat. Et un site internet qui permet de promouvoir une boulangerie, c'est déjà pas mal, ça nous prend bien. Et il faudrait aussi relativiser, on n'a pas besoin de savoir ce que fait le boulanger ce matin pour aller lui chercher du pain. On peut aussi aller le voir. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors merci en tout cas voilà, pour votre écoute et votre présence ce soir. Donc je remercie encore évidemment M. Hacham d'être présent pour la mairie de Massiac. Et bien sûr je remercie également Amélie qui m'a fait ces petites fiches, voilà, pour pas que je me trompe, qui est l'animatrice économique de Haute-Terre Communauté et qui m'aide en fait sur cette partie logistique. Je remercie encore le connecteur, je remercie encore aussi la marque Auvergne pour ses apéros. J'espère que vous avez passé en tout cas une bonne première partie de soirée. Et maintenant, c'est l'apéro, où là, vous allez pouvoir réseauter et parler et présenter aussi d'autres projets et éventuellement aussi donner les cartes de visite parce que c'est aussi important qu'on se souvienne de vous et d'avoir le numéro de téléphone et l'adresse email. Merci beaucoup. Merci à tous.